À l'entame de cette deuxième partie de notre conférence, nous allons saisir l'occasion pour rappeler que la partie 1, que nous avons décomposée en 3 sections, nous a permis d'effectuer une analyse approfondie du bulletin scolaire, c'est-à-dire que dans cette partie, nous avons décomposé le bulletin scolaire en plusieurs éléments et nous avons observé ces différents éléments constitutifs du bulletin pour en tirer des constats précis. Nous allons maintenant donner un sens aux constats que nous avons effectués en les replaçant dans un contexte et en proposant des hypothèses ou des actions. Nous allons donc interpréter les informations contenues dans le bulletin scolaire. Pour cela, nous allons utiliser 3 axes d'interprétation. Nous allons vous guider, chers parents, dans la lecture critique et la compréhension approfondie des données présentes dans le bulletin scolaire de votre enfant, en allant au-delà des notes chiffrées, en analysant les comportements de l'enfant et en identifiant les différents signaux d'alerte. Aller au-delà des notes chiffrées, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça implique? Pour aller au-delà des notes chiffrées, nous allons faire 2 choses. Premièrement, nous allons prendre en compte le caractère relatif de la note. Et deuxièmement, nous allons observer les tendances et les évolutions. Tenir compte du caractère relatif de la note reviendra à regarder de près sa signification et ses liens avec les compétences dont nous avons déjà parlé dans la partie 1 de la conférence. Et observer les tendances et les évolutions reviendra à répondre à 2 questions clés, à savoir, les résultats de mon enfant sont-ils constants, en amélioration ou en baisse? Deuxièmement, y a-t-il une disparité importante entre les matières? Comprendre le caractère relatif de la note implique que nous puissions repositionner la note dans un contexte. Une note indique un niveau de performance à un instant donné et doit être absolument contextualisée. Il importe à ce stade de signaler que ce travail de relativisme effectué en fin de trimestre ou en fin de période d'évaluation sur une moyenne doit se faire au quotidien sur les notes qui constituent la moyenne que nous observons sur le bulletin. Alors, que faut-il comprendre par contextualiser une note ou une moyenne? Contextualiser une note ou une moyenne consistera à comprendre ce qu'elle reflète réellement, en tenant compte de plusieurs facteurs liés à l'environnement qu'il a vu naître. Il s'agit ici de prendre la note dans son contexte global, académique, personnel, émotionnel, etc. Donc, plutôt que de la considérer comme une évaluation absolue, une évaluation isolée. Contextualiser une note, et ça c'est très important à savoir, permet d'abord de mieux comprendre ce qu'elle signifie réellement. Je l'ai déjà dit, une même note peut avoir une signification différente selon les circonstances. D'accord? Contextualiser une note permet également de prendre en compte les variables influentes, comme le niveau de difficulté, les méthodes d'évaluation, etc. On verra cela tout à l'heure. Et contextualiser une note permet enfin d'adopter une approche bienveillante et constructive. Donc, relativiser la note va nous permettre de tirer des enseignements positifs. Pour contextualiser efficacement une note ou une moyenne, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres que nous allons voir ensemble. Premier paramètre à prendre en compte, le niveau de difficulté de l'évaluation. Chers parents, une note doit être analysée en tenant compte de la complexité ou de la nature de l'épreuve. Prenons un exemple. Un 10 sur 20 dans une épreuve réputée difficile peut être très encourageant pour l'enfant, donc avoir une valeur importante. À l'inverse, un 15 sur 20 dans une épreuve jugée simple peut révéler un potentiel inexploité. Donc, il y a du travail à faire. Deuxième paramètre de contextualisation, la note moyenne de la classe, la moyenne de la classe.
Comparer la note de votre enfant à la moyenne de la classe permet de situer sa performance dans un contexte collectif. Chers parents, je fais une précision. Il ne s'agit pas à ce niveau de comparer votre enfant à un autre enfant de la classe ou à d'autres enfants de la classe. Non. Il s'agit de situer la performance de l'enfant dans un contexte collectif. Prenons un exemple. Supposons que l'enfant ait eu 12 sur 20 à une évaluation. Si la moyenne de la classe est de 10 sur 20, cela montre que l'enfant est au-dessus du niveau moyen, du niveau général de la classe. C'est un bon signe. Par contre, si la moyenne de la classe est de 16 sur 20, pendant que l'enfant a 12, cela peut signaler des lacunes spécifiques auxquelles il va falloir s'intéresser. Troisième paramètre de contextualisation, la progression de l'élève. Chers parents, une note obtenue en classe lors d'une évaluation doit être prise en perspective avec les résultats que l'enfant a déjà obtenus dans la même discipline. Cela va permettre d'évaluer sa progression ou sa régression. Prenons un exemple. Un élève qui passe de 8 à 12 montre une progression notable, même si la note reste moyenne. À l'inverse, un élève stable à 16 sur 20, mais sans progrès, pourrait révéler une stagnation. Et si rien n'est fait, à long terme, ses performances peuvent décliner. Quatrième paramètre de contextualisation, la méthode d'évaluation. Chers parents, le type d'évaluation peut influencer la performance. Qu'est-ce que j'entends par type d'évaluation? L'évaluation peut être une épreuve écrite, elle peut être une épreuve orale ou elle peut être un travail pratique. S'il s'agit d'une épreuve écrite, généralement, ce qui est testé, c'est la structuration et l'exactitude des idées. Si on est dans le cas d'une épreuve orale, ce qui est testé, ce qui est évalué, c'est la capacité à s'exprimer et à argumenter. Si on est dans le cadre d'un travail pratique, ce qui est mis en avant, ce sont les savoir-faire et l'application des concepts préalablement appris. Vous voyez donc, chers parents, qu'en fonction du type d'épreuve, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les éléments à mobiliser ne sont pas forcément les mêmes, puisque chaque type d'épreuve présente des caractéristiques spécifiques. Prenons un exemple pour qu'on se comprenne. Pour un même concept étudié en classe, un élève peut exceller dans des travaux pratiques avec un 18 sur 20. Et sur les mêmes concepts, l'élève peut présenter des difficultés lors de tests théoriques en ayant 10 sur 20. Et pourtant, on parle de la même leçon. Quand il s'agissait de pratiquer 18 sur 20, quand il s'agissait de juste faire ressortir les connaissances intégrées, donc juste mettre en évidence les savoirs acquis, quand il s'agissait de tests théoriques, l'enfant s'est retrouvé à 10 sur 20. Le type d'évaluation, la méthode d'évaluation compte dans la contextualisation d'une note. Autre paramètre de contextualisation, l'investissement personnel. Chers parents, une note doit être absolument reliée à l'effort et au travail que l'enfant a fourni pour l'obtenir. Je répète, une note doit être absolument reliée à l'effort et au travail que l'enfant a fourni pour obtenir cette note. Prenons un exemple. Un 10 sur 20 obtenu après un travail intense est plus significatif qu'un 15 sur 20 obtenu sans effort. Si un élève obtient une bonne note malgré un faible investissement, cela peut indiquer un potentiel inexploité. Il y aura donc à ce moment-là du travail à faire pour éviter des catastrophes à venir. Pour éviter des catastrophes à venir. Autre paramètre de contextualisation, le contexte émotionnel. Les circonstances personnelles ou émotionnelles dans lesquelles l'enfant évolue peuvent influencer ses performances. Je répète, les circonstances personnelles ou émotionnelles dans lesquelles l'enfant évolue peuvent fortement influencer ses performances. Je parle là du stress,
de la fatigue, des problèmes familiaux ou par exemple du manque de motivation. Prenons un exemple. Un élève en difficulté personnelle qui réussit à maintenir une note moyenne montre une capacité de résilience à valoriser. Je répète, un enfant qui a des problèmes personnels importants, mais qui, malgré ses problèmes personnels, réussit à maintenir une note moyenne. Cet enfant montre qu'il a une capacité de résilience importante, qu'il a la capacité de faire face aux difficultés et de les surmonter qui est importante. Et une telle capacité, elle doit être valorisée. Mais avant de la valoriser, vous devez pouvoir vous rendre compte qu'elle existe. Ce paramètre de contexte émotionnel est donc très important pour contextualiser la note obtenue par un enfant. Dernier paramètre de contextualisation que je vous propose, c'est l'ensemble des commentaires des enseignants. Les appréciations associées à la note que votre enfant a obtenue donnent souvent des indices précieux. On va prendre des exemples simples. Si l'enseignant a noté, a fait comme commentaire, bonne compréhension mais manque de régularité. Cela montre une note encourageante malgré des points à améliorer. Prenons un autre exemple. On dira, l'enseignant a fait un commentaire comme résultat insuffisant malgré un potentiel évident. Cela signale un manque d'effort ou un manque d'organisation. Donc, dans les commentaires des enseignants, il y a des éléments qui permettent de replacer la note dans un contexte précis. Après avoir passé en revue les différents paramètres à prendre en compte pour contextualiser une note, nous allons voir quelques exemples de contextualisation de notes. Ça nous permettra de nous ancrer un peu plus dans de la pratique. Prenons une première situation. L'enfant obtient 10 sur 20 en mathématiques. S'il n'y a aucune contextualisation, comme c'est le cas généralement, on dira « Oh, le travail de l'enfant est moyen. D'accord, il a obtenu 10 sur 20, c'est moyen, c'est trop juste. » Regardons ce qui se passe avec une contextualisation de la même note, 10 sur 20. Considérons que nous prenions en compte le paramètre moyenne de la classe. D'accord? Et pour cette évaluation où l'enfant obtient 10 sur 20, la moyenne de la classe est de 8 sur 20. On voit bien donc que la moyenne obtenue par l'enfant est supérieure à celle de la plupart de ses camarades en classe. Ce qui montre que le travail réalisé par l'enfant est beaucoup plus que moyen, bien que la note soit de 10 sur 20. Prenons un autre paramètre, la progression de l'élève. Donc, l'élève était à 6 sur 20 à l'évaluation précédente, et à cette évaluation, il est à 10 sur 20. On voit bien qu'il a progressé de 4 points. C'est une progression importante. Le 10 n'est donc pas seulement moyen. Il met en évidence un travail important réalisé par l'enfant entre le moment où il obtient le 6 sur 20 et le moment où il obtient le 10 sur 20. Et cela est à valoriser. Troisième paramètre qu'on pourrait prendre en compte, on peut en prendre d'autres. Je prends juste ces trois à titre d'exemple. Le professeur a fait un commentaire. Il dit « Bon raisonnement, mais des erreurs dans les calculs. » Bon raisonnement, mais des erreurs dans les calculs. Il écrit sur la copie de l'enfant. Quand vous prenez la copie, vous voyez le 10 sur 20 est juste à côté, écrit en rouge. Bon raisonnement, mais des erreurs dans le calcul. Cela montre bien que l'enfant comprend les concepts. Donc, pour la première catégorie de compétences qu'on a vue dans la partie 1, donc l'ensemble des savoirs, l'enfant s'en sort bien. Mais au moment de les mettre en pratique, ou c'est un peu trop dire de les mettre en pratique, au moment d'effectuer des calculs sur la base de ces concepts-là, l'enfant fait des erreurs, ce qui montre qu'il doit travailler sa précision. Vous voyez, chers parents, le 10 sur 20 va avoir un sens différent en fonction du paramètre
de contextualisation que vous utilisez. Prenons un autre exemple. L'enfant a obtenu 14 sur 20 en français. 14 sur 20. Sans contextualisation, on va dire, oh là là, il a bien travaillé, la note est bonne. 14 sur 20, c'est bien, c'est bien. Avec contextualisation, on va prendre des paramètres et on va regarder le sens qu'on peut donner à un 14 sur 20 dans ces conditions-là. Prenons le paramètre moyenne de la classe. Supposons que la moyenne de la classe soit de 16 sur 20. Le 14 sur 20 obtenu par l'enfant nous montre que l'enfant est légèrement en dessous des notes obtenues par la plupart des élèves de sa classe. Donc, il est légèrement en dessous du niveau général de la classe. Ce qui montre bien que l'enfant va devoir faire beaucoup plus d'efforts compte tenu de la classe dans laquelle il se trouve. Prenons un autre paramètre. L'élève a rendu son devoir en retard et il a travaillé rapidement. Cela montre bien qu'il peut faire mieux, mais avec plus de régularité. D'accord? Prenons un autre paramètre. L'enseignant a fait un commentaire. Des progrès en rédaction, mais un manque de structuration. Cela met en évidence le fait que le travail méthodologique de l'enfant pourrait améliorer ses résultats. Il va donc devoir faire un travail un peu plus approfondi sur les questions méthodologiques. Voici donc des exemples de contextualisation de notes qui mettent bien en évidence le fait qu'une note ne peut pas être prise de façon isolée. La note doit être prise dans un contexte. Et prendre la note dans un contexte précis revient à s'appuyer sur des paramètres clairs. Et ces paramètres, nous allons les rappeler. Niveau de difficulté de l'évaluation, moyenne de la classe, progression de l'élève, méthode d'évaluation, investissement personnel, contexte émotionnel et commentaire des enseignants. Pour interpréter une note de manière pertinente, il est crucial de comprendre quelles compétences sous-jacentes, savoir, savoir-faire ou savoir-être, ont été mobilisées et évaluées. Cela va en fait nous permettre de replacer la note dans un contexte plus large et de l'utiliser comme un outil de compréhension et d'amélioration plutôt qu'un simple indicateur chiffré. Les compétences définissent ce que mesure la note. Les compétences définissent ce que la note mesure. Une note doit être interprétée en fonction des compétences spécifiques qu'elle reflète. Savoir, savoir-faire ou savoir-être. Les savoirs, c'est l'ensemble des connaissances théoriques et des notions fondamentales acquises par l'enfant. Donc, première grande catégorie de compétences. Deuxième grande catégorie de compétences, les savoir-faire. On met dans cette catégorie les capacités de l'élève à appliquer les connaissances préalablement acquises dans des exercices ou des situations pratiques. Troisième grand groupe de compétences, les savoir-être. Et dans ce groupe, on met les attitudes et les comportements comme la persévérance, l'organisation ou l'autonomie. Alors, prenons un exemple pour mettre en évidence le fait que les compétences définissent ce que mesure la note. Considérons un élève qui obtient une note faible en rédaction française, on dira. Alors, cette note faible en rédaction française peut être liée à un manque de maîtrise de règles grammaticales. Dans ce cas, ce qui est mis en cause, le type de compétences mis en cause à ce moment-là, c'est un ensemble de savoirs. C'est parce qu'il ne maîtrise pas certaines règles grammaticales qu'il est confronté, qu'il obtient une note faible en rédaction française. Mais la note faible en rédaction française peut aussi être liée à des difficultés à structurer ses idées. Dans ce cas, ce qui est visé, c'est la catégorie des savoir-faire. Mais la note faible en français, en rédaction française, peut également être liée à un manque de concentration ou d'effort dans la tâche. Et à ce niveau-là, ce qui est ciblé, c'est la catégorie des savoir-être. Vous voyez donc que
les compétences et la note sont inextricablement liées. De plus, une même note peut refléter des compétences totalement différentes. Prenons un exemple. Imaginons un élève qui a obtenu 14 sur 20 en sciences. Alors, le 14 sur 20 qu'il a obtenu peut refléter une excellente compréhension théorique dans une évaluation écrite, par exemple. Et là, on est au niveau des savoirs. Mais elle peut également refléter, cette note 14 sur 20, une bonne exécution d'une expérience en laboratoire. On est au niveau du savoir-faire. Le même 14 sur 20 peut refléter une attitude rigoureuse et méthodique, mais dans les deux premiers cas que j'ai cités. Et là, on est au niveau du savoir-être. La même note peut cacher des compétences différentes. Et ces compétences qui sont cachées derrière la note, il faut les faire sortir à travers l'analyse et l'interprétation de la note.